Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier journal de Report Ouest, votre rendez-vous d'information autour de l'actualité bretonne, société, politique, sport et culture. Nous aborderons tous les sujets. Voici les titres de ce JT. La ligne aérienne Lannion-Paris s'est terminée. L'annonce a été officialisée mi-février. Qui finançait cette ligne? Quelles sont les conséquences pour le personnel de l'aéroport? Tristan Barraud répondra à nos questions. Les crapauds en danger à Saint-Malo sur la route de la Varde. La voie a été fermée par la mairie. Objectif, protéger la reproduction des amphibiens. Nos reporters se sont rendus sur place. Bienvenue à vous. Avant de développer ces titres, commençons par une interview, celle de Joël Ronez, directeur d'une société de production de podcasts audio. Nous l'avons rencontré début février à Brest, à l'occasion de la 15e édition de Longueur d'onde, festival de la radio et de l'écoute. Joël Ronez est un acteur de l'industrie du podcast. Quel est son regard sur ce secteur en pleine mutation? Interview signée Léo Tixador et Emma Fortin. Vous pourriez nous présenter un petit peu la genèse de Binge Audio et le point de départ du projet? Le point de départ, c'est moi j'ai travaillé dans l'audiovisuel public, Arte et Radio France. J'ai quitté Radio France en 2014 avec l'envie de monter, après avoir géré la transition digitale d'autres médias, j'avais envie de monter un média moi-même, tout seul, qui irait sur Internet directement et qui serait natif et qui serait sur d'autres territoires éditoriaux et avec d'autres talents. Il y avait aussi l'envie de peut-être faire moins de management et de questions stratégiques, financières et plus d'éditorial. Donc ça a commencé en 2015 avec un talk qui s'appelle Nos Ciné, qui était un talk critique sur le cinéma de genre, blockbuster, séries, etc. On a ensuite ajouté un autre talk qui est sur le hip-hop, parce qu'on trouvait que c'était des territoires qui n'étaient pas forcément bien traités par les grands médias et la radio. Ensuite, en 2016, lancé les programmes sous la marque Binge Audio. En 2017, sorti nos premières séries narratives super-héros. Aujourd'hui, on fait à peu près 550 000 écoutes par mois. Ça représente à peu près 100 000 auditeurs différents. C'est quoi le modèle économique? Un petit peu comment C'est à la fois basé sur les audiences et le public et les marques. Donc les marques qui sont annonceurs ou pour qui on produit des contenus qu'on appelle brand content, contenus de marque, qui sont des produits sponsorisés et qui sont annonceurs dans certains de nos programmes. Et puis de l'autre côté, la participation des auditeurs et auditrices qui contribuent en accédant à certains contenus sous forme payante. Cette partie-là, elle n'est pas encore mise en place. Elle sera mise en place que dans le courant de l'année 18-19. Et ça va venir progressivement. Ce qu'on sait, c'est que depuis 3 ans, on a tenu tous nos objectifs intermédiaires et qu'aujourd'hui, on a sur une vraie dynamique, qui progresse plus vite que ce que c'est. Le marché, globalement, il augmente chez tout le monde. La catch-up, les radios privées, publiques, etc. Chez nous aussi. Et on n'a pas les chiffres de tout le monde, mais les gens avec qui on se mesure ensemble, on est dans les proportions qui sont assez comparables. Il y en a qui progressent plus vite, d'autres moins vite, mais grosso modo, c'est une croissance à 2 chiffres. Je ne crois pas que l'audio n'est pas viral. Donc il n'est pas viral, il faut faire avec. Il ne le sera jamais. C'est un média d'habitude, c'est un média de longue traîne, c'est un média effectivement qui demande de la durée du temps. Ça demande de s'abonner, de souscrire et effectivement de fidéliser les gens et de leur donner des bonnes raisons de revenir et de vous écouter. C'est ça qui est important. Par contre, c'est pas comme YouTube, c'est pas un truc qui va se déployer hyper vite, qui va générer effectivement. C'est un média de souscription. Plus vous êtes là depuis longtemps, plus les gens ont cliqué, on souscrit, plus effectivement ça fonctionne. On s'inscrit dans la durée. Et vous pourrez retrouver cette interview sur le site reportouest.fr. C'est un coup dur pour le Trégor, l'arrêt de la ligne aérienne Lannion-Paris. L'annonce a été officialisée mi-février par le syndicat mixte gérant l'aéroport lagnonnais. Pour plus de précisions sur le sujet, Tristan Barraud nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Marco. Tristan, c'est la fin d'un modèle de développement. Exactement, et c'est ce qui a fait la une de l'actu locale. Mi-février, une ligne historique se voit être suspendue, celle entre Lannion et Paris. Alors pour bien comprendre, on va revenir en 1964, date de création de la ligne aérienne entre Lannion et Paris. L'objectif affiché à l'époque, désenclaver le Trégor. Alors au départ, c'est seulement pour les salariés de France Télécom, puis cette ligne a été ouverte à tous. Donc en fait, cette ligne était surtout fréquentée par les salariés de Nokia et d'Orange, quelques particuliers parfois, mais ça restait exceptionnel. Alors on va vous donner quelques chiffres. Cette liaison a connu un pic dans les années 2000 avec 85 000 passagers par an pour aujourd'hui retomber à seulement
22 000 passagers par an. Alors pour vous, Marco, qui êtes fort en maths, ce chiffre donc a été divisé par 4. Une chute spectaculaire et c'est ce qui a causé la fermeture de la ligne puisqu'elle était déficitaire. Plus de 3 millions d'euros de déficit. Et pourtant, je n'étais pas si bon en maths. Qui finançait cette ligne, Tristan? Eh bien, c'est les collectivités territoriales du Trégor, donc Lannion et ses alentours. En fait, cette ligne était entièrement financée par l'État via une délégation. Par exemple, jusqu'à l'été dernier, la société délégataire était la société Hop qui exploitait le trafic et la compagnie Tcheler a repris la suite jusqu'à la fin de la ligne, donc le 23 mars. Problème, quand Hop était délégataire, seulement un vol sur 5 était assuré. Et pour le président du syndicat mixte de l'aéroport, c'est ce qui aurait fait couler le trafic. Autre raison possible, les cadres de Nokia et d'Orange se sont déportés vers d'autres moyens de transport, souvent plus économiques, comme la LGV à Guingamp ou encore l'aéroport de Brest-Guipava, qui offre à eux deux plus de destinations. Et enfin, ces cadres-là, qui on le rappelle, constituaient la majorité de la clientèle, font de moins en moins de déplacements. Le télétravail a pris de plus en plus de place. Une dernière question, que va-t-il se passer maintenant, notamment pour le personnel de l'aéroport ? Eh bien, l'avenir de l'aéroport et de son personnel est encore aujourd'hui très flou. 19 personnes travaillent aujourd'hui sur le site. Des rencontres ont lieu en ce moment pour statuer sur les situations. Ce qui est sûr, c'est que les prérogatives de l'aéroport vont totalement être changées. On en saura plus dans les jours à venir. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le dernier vol vers la capitale aura lieu le 23 mars 2018. Merci beaucoup, Tristan. Partons maintenant à Saint-Malo, où la route de la Varde a été temporairement fermée à la circulation. Objectif, préserver les crapauds. C'est très sérieux. La voie traverse un site naturel protégé, un espace où, comme l'an dernier, à la même période, de nombreux amphibiens se reproduisent. Kylian Lebouquin et Tristan Barraud se sont rendus sur place. Des crapauds qui se reproduisent, une scène insolite à laquelle assistent les habitants de Saint-Malo depuis le mois de janvier. À l'initiative de l'association Bretagne Vivante, des collectivités territoriales et du Conservatoire du Littoral, la route de la Varde a été fermée temporairement. Cela faisait plusieurs années que des crapauds étaient retrouvés morts sur le bord de la route pendant leur période de reproduction. C'est cette route à Saint-Malo sur la pointe de la Varde qui a été fermée pour favoriser la reproduction des crapauds. La nuit, ils sortent de cette mare et traversent la route. On a fermé cette route parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des traversées d'amphibiens du coup sur cette route, notamment nocturne. Les crapauds en fait qui viennent de tous les environs se rendent dans cette mare qui est juste derrière, qui est une mare qui a été reconstituée il y a peu de temps en fait, et du coup qui accueille les amphibiens pour leur reproduction. À l'origine de la fermeture temporaire de cette route, Bretagne Vivante. C'est cette association qui a alerté les collectivités. En cause, pendant l'hiver, les amphibiens sont en phase de migration. En fait, ils ont besoin de deux phases, une phase terrestre et une phase aquatique. Donc c'est en plus des espèces qui ne se déplacent pas beaucoup ni très vite. Donc ça les impacte d'autant plus. Les progrès phytosanitaires humains ont causé la disparition de nombreuses mares. Problème, ces endroits sont les habitats naturels des crapauds. En règle générale, on a perdu, il doit rester 10% des mares qu'on avait en 1900 et il doit rester 3% des zones humides en France. Donc la conséquence, elle est là, quoi. Pour sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité locale, une veillée a été organisée par Bretagne Vivante pour observer les crapauds. La route réouvrira le 15 mars prochain au grand public. C'est la fin d'un coup de projecteur sur Saint-Malo. Édouard Philippe a présenté fin février le plan du gouvernement pour réformer la SNCF. Le Premier ministre s'est appuyé sur le rapport Spinetta. Bonjour Valentin Monnier. Bonjour Marco. L'une des mesures emblématiques de ce rapport, c'était la fermeture des petites lignes ferroviaires. Effectivement Marco, le 15 février, Jean-Cyril Spinetta, ancien patron d'Air France, a remis son rapport concernant l'organisation des réseaux ferrés. L'une des mesures phares et surtout décriée de ce rapport préconisait d'abandonner les réseaux ferroviaires secondaires. Une mesure fortement critiquée par les élus locaux qui mettent en avant la nécessité de ces petites lignes. Ils les jugent en effet stratégiques pour le développement des mobilités. De ce fait, localement, cette proposition a inquiété les habitants. La ligne Lamballe-Dinan-Dole se trouve ainsi directement concernée par cette proposition. Peut utiliser la ligne a bénéficié de 62 millions d'euros pour sa rénovation. Cependant, le gouvernement a annoncé qu'il ne suivrait pas le rapport sur ce point. Édouard Philippe a en effet assuré que les réseaux secondaires seraient maintenus. Et finalement, qu'est-ce que le gouvernement a retenu de ce rapport ?
Alors déjà, concernant le statut justement des cheminots, pour rappel, ce statut prévoyait par exemple une médecine gratuite et sans avance de frais, une évolution de carrière automatique et prévisible, mais surtout un régime de sécurité sociale et de retraite qui leur est spécifique. La dette est également au cœur de ces questions, puisqu'elle s'élève à 47 milliards d'euros. Eh bien, le gouvernement a évoqué la possibilité de la reprendre intégralement d'ici la fin du quinquennat. Concernant maintenant le statut juridique de la SNCF, le gouvernement souhaite que la SNCF, composée de 3 établissements publics, devienne une société nationale à capitaux publics, donc ça n'est pas une privatisation, ce que redoutaient les syndicats. Les syndicats également qui dénoncent la forme qu'a prise ces annonces. En effet, c'est la méthode qui pose problème. Selon les syndicats, ils la jugent trop rapide, en cause notamment le recours aux ordonnances annoncées par le gouvernement pour faire passer cette loi. Merci Valentin pour ces explications. Cette question à présent, quelle est votre vision du journalisme? Pour le savoir, nous sommes allés à votre rencontre. Vos réactions ont été recueillies par Chloé Henry, Emma Dinf et Garance Diaconu. 90% des Français estiment que les journalistes doivent avant tout fournir une information fiable et vérifiée selon l'entreprise de sondage Candar Sofres. Nous nous sommes demandé si c'était le cas pour les habitants de notre ville. Nous retrouvons Emma pour en savoir plus sur le sujet. Aujourd'hui, nous sommes à Lannion et nous allons poser des questions aux gens sur leur perception du journalisme dans le centre-ville et également à Keruel. Qu'est-ce que tu regardes comme média ou lis? Je lis beaucoup Le Monde parce que je trouve que c'est l'un des journaux qui est le mieux, qui n'est pas, je trouve qu'il est ni de droite ni de gauche. Je regarde beaucoup le Courrier International, je lis plus, je regarde jamais, franchement je regarde jamais les nouvelles. Quels médias je regarde? Alors donc le journal déjà tous les jours, voilà. Et surtout le journal de Ouest France du dimanche, important. Alors, quand je te dis journaliste, tu penses à quoi? Je pense à un métier qui est assez compliqué. Et ceux qui vous informent bien et ceux qui essayent d'avoir un scoop. J'ai pas une vision du journaliste comme quelqu'un de partial ou quelqu'un qui ferait des informations juste pour faire de l'audience. Moi je trouve qu'un journaliste c'est quelqu'un qui cherche avant tout. Est-ce que tu aurais des critiques à faire à certains médias ou au journalisme en général? Les histoires de politique de Wauquiez par exemple, alors qu'il y a eu 400 morts en Syrie, on en parle sur 2 minutes. Vous voyez, les choses sont... Pour vous, il y a un problème avec parfois le choix de l'information dont on parle. Voilà, le choix de l'information. Des fois, défendre plus des perceptions ou des idées d'autres, mais pas les faits. L'image du journalisme semble rester positive chez les Lagnonnais. Il voit le journaliste avant tout comme un chercheur. Il s'attache à faire la distinction entre ce qui serait un bon et un mauvais traitement de l'information. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.